La course à Projet Montréal est en cours. Je m'appelle Ludwig Moquin-Baudry, je suis chroniqueur pour Pivot. J'ai rencontré les 5 candidates et candidats à la chefferie de Projet Montréal qui vont vouloir succéder à Valérie Plante à la tête du parti pour éventuellement, possiblement, devenir maire ou mairesse de Montréal au terme des élections de cet automne. Je leur ai posé des questions sur leur vision de Montréal, sur ce qui les motive, sur les défis qui les attendent, mais également quelques questions un peu plus surprenantes. Tout ça pour que vous puissiez à votre tour mieux faire leur connaissance. Alors, il est né en 1973 à Montréal. Il a un parcours en gestion et en marketing, notamment comme directeur des ventes et du marketing chez C3F Télécom. Il s'est impliqué dans différents organismes tels que BCHM, le Fonds 1804 et Soder Écoquartier, et également sur des conseils d'administration comme celui du Centre d'écologie urbaine, de Damietta et du Cégep du Vieux-Montréal où il a été notamment président. Et il a été également président de Projet Montréal de 2020 à 2024. Guédouig Bernier, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Bien, continue cette présentation que je faisais. C'est quoi votre histoire puis pourquoi elle passe par la chefferie de Projet Montréal? Moi, je suis, comme on dit, né et grandi à Montréal et j'aime ma ville. Et au cours des dernières années, suite à mon implication comme président, mais mon implication de manière générale au sein de la ville, je me suis promené dans tous les arrondissements. J'ai rencontré les membres et les citoyens, des commerçants me contactaient à tous les 2-3 jours pour un problème, une situation, un projet qu'ils voulaient amener. Et eux m'ont dit, Guédouig, il y a une opportunité pour toi. On te connaît, on t'a vu aller, on connaît le rassembleur et le fédérateur que tu es. Et il nous faut une personne avec ton écoute et ta capacité de rassembler différents protagonistes autour d'objectifs communs. Et on te voit à la Ville de Montréal. En gros, c'est ça. Jetons un regard sur les dernières années. Oui. Qu'est-ce que la population de Montréal va retenir des années Plante, selon vous? Plusieurs choses. 1, première mairesse. 2, gagner un 2e mandat. En tant que femme mairesse, c'est fantastique. Mais c'est aussi, surtout, le mouvement qu'elle a amené partout au Québec. Il y a eu un nouveau discours au Québec progressiste qui s'est amené dans différentes villes et plusieurs personnes se sont donné confiance, des jeunes maires un peu partout, se sont donné confiance de prendre le chapeau de la transition écologique, de l'environnement et de changer les discours au sein de la population auprès des citoyens et citoyennes pour changer les quartiers, changer les mécanismes de pouvoir au sein des villes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fantastique qu'elle aura accompli. Bien sûr, le parti, depuis 2013, avait déjà réussi ses paris de la parité et en 2021, celui de la diversité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de remarquable qu'elle a su faire régner et de faire prendre conscience aux gens de regarder des enjeux avec différentes lunettes. Et ça, je pense que c'est fantastique. En contrepartie, on pourrait croire qu'après 8 ans au pouvoir, Projet Montréal souffre d'une certaine usure. C'est des choses qu'on entend parfois. Oui, oui. Est-ce que c'est le cas selon vous? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on règle ça? On n'a pas fini les changements qu'on doit apporter. Moi, je ne sens pas d'usure parce qu'on est continuellement à l'amélioration de cette ville. Hier, j'étais à un événement de l'association locale d'Antique Quartier-Ville. Et là, on a présenté les changements parcourus et je retiens le commentaire d'un citoyen. Il désirait pouvoir se promener calmement dans sa rue. Il désirait pouvoir se rendre à vélo avec sa fille à l'école calmement. Il désirait pouvoir traverser les rues sans crainte de se faire renverser. Et il désirait voir l'apaisement sur sa rue. Et donc, l'installation de dodanes, l'installation de saillies de trottoirs, l'installation de rues, de pistes cyclables sécurisées. Lui, maintenant, il reprend goût à son quartier. Et quand j'entends ça, je me dis, d'autres ont besoin de se sentir sécurisés également dans leur quartier, de voir qu'il y a une transition écologique qui se fait dans leur quartier pour eux et leurs enfants.
Maintenant que Valérie Plante se retire et qu'on est en course pour trouver la personne qui va lui succéder, vous, comment est-ce que vous voudriez vous distinguer de Valérie Plante comme maire de Montréal? On amène tous notre parcours, notre bagage, notre façon de voir les choses. Et c'est sûr que moi, il y a un élément qui est... moi, je m'assois avec tout le monde. Et quand je dis je m'assois avec tout le monde, c'est vraiment de prendre le temps. Et quand quelqu'un est contre un projet ou crie, parce que souvent, moi, comme président, j'avais des gens qui pouvaient me crier, être contre des projets, mais je prenais le temps de s'asseoir et de discuter, de voir. Et souvent, une fois qu'on passe cette première étape-là avec les gens, des fois, on arrive à trouver des solutions. Et il faut s'assurer que Montréal ait un maire qui s'occupe de tout le monde. Et avec Projet Montréal, on s'en vient où on devra implanter des changements à l'adaptation de la transition écologique, au changement climatique, dans des quartiers où nous ne sommes pas présents de manière naturelle. Et donc là, il faudra faire un dialogue avec ces populations-là, avec ces gens-là. Ils connaissent ce projet, mais n'ont pas vu nécessairement les changements que nous avons apportés dans les quartiers centraux et qui font en sorte que les gens apprécient davantage leur quartier. Et donc, il y a ce lien à faire avec ces gens qui sont à l'extérieur. Et je crois être la personne qui peut être en mesure, avec son leadership, pouvoir fédérer et être en contact avec ces gens-là, avec notre administration. C'est un travail d'équipe, mais d'amener ce ton d'écoute avec des gens qui, souvent, on peut penser qu'ils s'opposent, mais des fois, il y a une façon de faire les choses. Et je vais prendre un exemple. Lorsqu'on doit implanter, exemple, des pistes cyclables sécurisées dans des endroits où on ne leur a même pas parlé de leurs préoccupations premières. On n'a pas eu encore ce dialogue de préoccupations premières pour ces gens-là. On peut sentir les gens de dire, mais pour qui on se prend pour arriver avec nos propres idées et vouloir les implanter? Et des fois, c'est d'avoir certains dialogues en amont sur des sujets qui sont importants pour eux et de s'assurer de pouvoir y répondre et de leur expliquer aussi le pourquoi on veut implanter différents changements, d'aménagements dans leur lieu de vie. Et quand les gens sentent qu'on les a écoutés d'abord pour leurs besoins premiers, leurs besoins de base, et qu'on a apporté des solutions où on amène des projets en conséquence, il y en a qui vont être contre. Ça j'en suis sûr. Mais on va avoir une adhésion, une plus grande adhésion. Et moi, mon objectif, c'est qu'on a tellement de choses à faire. Avec l'adhésion de la population, c'est tellement plus agréable, tellement plus facile. Et l'énergie dépensée en amont de manière positive est beaucoup plus sain que d'essayer de ramener le bateau par la suite. On parlait justement de perception ou sur les projets qui sont mis en application ou proposés. Il y a certaines personnes à gauche qui ont trouvé que l'administration actuelle n'est pas allée assez loin dans ses réalisations, notamment du côté du logement social, du transport en commun, de la lutte contre le profilage racial ou même sur l'élaboration de pistes cyclables. Il y en a qui en veulent toujours plus. Alors que de l'autre côté, il y a des commentateurs qu'on peut associer davantage à la droite, l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal, qui vont dépeindre Projet Montréal comme des dangereux idéologues extrémistes. Qu'est-ce qu'on répond aux uns et aux autres? Alors, si on parle de ceux de l'opposition, au cours des derniers jours, des dernières semaines, j'ai passé du temps, pour toutes sortes de raisons, dans Montréal-Nord. Et les élus de Montréal-Nord, avec qui j'entretiens une bonne relation, ils ne sont pas nécessairement contre ce qu'on veut faire, mais il y a une façon de faire les choses. Et c'est ce que j'entends souvent, pas juste à Montréal-Nord, mais partout. Et c'est cette façon de faire les choses que souvent les gens qui nous critiquent sont déçus. C'est sur cet aspect de travail en amont que je veux travailler. Et quand on est le maire de Montréal, on est les maires de ces endroits-là. On est aussi le maire où les gens ont élu d'autres élus de d'autres partis. Et donc, il y a une façon de faire les choses. Pour les gens de gauche qui désirent,
on en veut toujours plus. Et ça, je le comprends. Il faut finaliser des axes cyclables sécurisés dans les quartiers centraux, mais il y a des investissements à faire aussi ailleurs. Et donc, il faut qu'on comprenne tous, c'est-à-dire que oui, il y a les quartiers centraux, mais Montréal, c'est grand. Et il y a cette inéquité territoriale en termes d'investissement ou de projets liés à la mobilité, à l'itinérance, au logement, où il faut mettre nos efforts. Et je vais prendre l'exemple du logement. Tout le monde est pour le logement abordable, mais quand on prend une photo et qu'on prend les gens vulnérables, et je vais prendre le temps pour parler des personnes immigrantes ou racisées, on va les voir, ces personnes-là vulnérables, on va les voir dans les HLM. Et ensuite, on va les voir dans le logement privé. Et ils vont souvent être à risque avec l'insalubrité, les taudis ou quoi que ce soit. Mais on va très rarement les voir dans les coops. Les coops à Montréal ne reflètent pas la réalité montréalaise. Et ça, pour moi, c'est un enjeu. Tout le monde veut bien faire. Mais quand on regarde les gens les plus vulnérables et qu'on regarde où ils se situent, quel genre de logement ils ont, il y a une catégorie de logements où on ne les voit pas. Et moi, je veux m'assurer que les organismes qui s'occupent d'OBNL pour la construction de logements sociaux se réveillent et regardent cet aspect-là. Il y a eu des HLM, les Jardins, Marie-Victorin. Les gens vivent dans des conditions insalubres. Et de l'autre côté, on va bâtir des maisons modulaires pour les sans-abri. C'est ce qui doit être fait, mais on doit également s'occuper des gens qui sont déjà dans des logements et s'assurer qu'ils soient en sécurité dans leur logement. Et la salubrité en fait partie. Donc, oui, le transport, il faut améliorer l'offre de transport, surtout ceux qui sont dans l'Est pour pouvoir se rendre au centre-ville et vice-versa. Mais effectivement, j'entends profilage racial. Donc, actuellement, c'est à la Cour. La CAQ a décidé d'aller en appel. On verra jusqu'où ça ira. Donc, Montréal a fait ses devoirs et donc, on est en processus d'attente. L'itinérance, c'est un enjeu très complexe, mais on pose des gestes en conséquence. Au cours des dernières semaines, vous avez vu l'augmentation de logements, de maisons modulaires pour eux. Mais il faut aussi travailler pour stopper le fait que des gens soient à risque d'aller dans la rue. Et donc, premièrement, conserver le plus possible, pas juste dans nos arrondissements de projets, mais dans l'ensemble de la ville, les maisons de chambre, les conciergeries. Il y en a qui sont légales, il y en a qui sont illégales. Donc, comment même trouver les illégales, comment faire pour les amener dans le volet légal pour les protéger, pour protéger ces gens-là. Continuer à soutenir les organismes OBNL au niveau de l'habitation qui vont professionnaliser et bâtir pour des organismes comme la Maison du Père ou Mission Old Brewery. Les organismes vont devenir propriétaires, puis au lieu que Mission Old Brewery deviennent des contracteurs, des propriétaires, mais seront les locataires de ces lieux-là. Et donc, c'est de soutenir cette vision où la communauté prend soin des autres et les organismes viennent prendre soin des autres également. Vous avez déjà donné un bon aperçu de vos engagements, mais contrairement aux autres candidats et candidates de cette course, vous n'avez jamais été élu à un poste de conseiller municipal ou de maire d'arrondissement. Non. Par le fait même, vous avez un peu moins de notoriété que ces gens-là. Mais comment pensez-vous tirer votre épingle du jeu? Bien, la course sert à ça. Vous allez rencontrer les autres candidates et candidats. Donc cette visibilité-là m'est donnée également à part égale. Moi, ce que j'amène, c'est vraiment des enjeux qui me sont rapportés et avec des solutions que j'ai voulu apporter à l'administration et ce volet fédérateur pour faire ce lien avec la population montréalaise et que les gens se disent je suis dans ma ville où que je sois. Parce que moi, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on soit nord, sud, est, ouest sur Montréal, que cette ville, lorsque quelqu'un y habite, quel que soit son projet de vie, qui veut bâtir une famille, bâtir son travail professionnel, bâtir une entreprise, faire sa retraite,
qu'ils puissent bénéficier de ce que Montréal a à offrir, parce que Montréal a tellement à offrir. Et ça me fait penser aux jeunes. Et s'il y a un aspect pour moi qui est important, c'est notre jeunesse. Trop souvent, les jeunes vulnérables qui sont soit dans des HLM, soit à la DPJ ou dans des secteurs défavorables, n'ont pas accès à ce que la ville de Montréal peut offrir. Et donc, étendre leurs horizons en pratiquant de nouvelles activités et se confronter avec d'autres gens. Et donc, moi, ce que je veux m'assurer, c'est que les jeunes puissent, pendant l'été, avoir une passe d'autobus gratuite pour venir faire des activités. Je vais vous donner un exemple. Il y a un organisme qui s'appelle les Jeunes Marins Urbains qui permet à des jeunes de bâtir un bateau et d'apprendre à naviguer sur le Saint-Laurent. Mais ça, pour moi, il y a tellement d'expériences, de compétences qui se développent dans des situations comme ça, qui fait en sorte que pour moi, un jeune qui passe à travers un tel programme, mais en sort grandi. Et je veux que des jeunes qui ne pensaient même pas à ça puissent faire ce genre d'expérience-là. Ça pourrait être des expériences en entrepreneuriat, ça pourrait être des expériences au niveau de la culture, au niveau social. Mais je veux que nos jeunes, souvent, on va leur dire « Ah, il y a du basket, il y a du soccer et tout le monde est content. » Et ça, les activités sportives sont importantes et il faut continuer. Mais il y a des horizons différents. Je veux que les jeunes puissent les connaître et je veux supporter les organismes pour qu'ils viennent supporter ces jeunes-là en embauchant davantage d'animateurs et d'avoir une meilleure structure pour que ces jeunes-là puissent découvrir Montréal. Parce que être Montréalais, Montréalaise, c'est de connaître sa ville, c'est de connaître tout ce que la ville a apporté. Moi, quand j'entends qu'un jeune qui habite à la Chine n'a jamais été sur le bord de l'eau, il y a quelque chose d'incohérent. Mais contrairement aux autres candidats et candidates de cette course, vous avez été président de Projet Montréal pendant 4 ans, presque 5 même. Lequel de vos accomplissements a été votre plus grande source de fierté dans ce mandat-là? Je vais vous dire, j'en ai 2. Le premier, mon implication a commencé parce qu'en 2017, lorsqu'on ne pensait pas que Projet Montréal allait gagner, les candidats de la diversité se sont plaints du parti, ont été très virulents. Et ces anciens candidats-là de la diversité ont été aussi très virulents pendant notre mandat et même pendant la campagne 2021, tellement qu'un ancien candidat a même fondé son propre parti pour déloger Projet Montréal. En devenant président et en me souvenant de cette période-là de 2017, je me suis assuré que les candidats défaits, tous, soient rencontrés en 2021 pour qu'on sache comment les choses ont été, comment eux se sont sentis et de voir est-ce qu'il y aurait une opportunité au sein du parti, au sein du cabinet, au sein des arrondissements qu'ils aimeraient pour poursuivre leur mandat, poursuivre leur implication au sein de projet. Et à ma plus grande satisfaction, aucun candidat défait en 2021 à critiquer notre parti et au contraire, et se sont sentis liés au parti et plusieurs se sont impliqués soit de manière bénévole ou ont trouvé un emploi soit au cabinet, soit en arrondissement. Et ça, par rapport à 2017, j'en suis très fier. Ça ne fait pas les médias, ça ne fait pas les manchettes, mais il y a des choses qu'en amont qu'on doit faire pour éviter des problèmes futurs. Et ça, c'est comme ça que je travaille. Et bien sûr, l'élection en 2021 d'un nombre record pour Projet Montréal de gens de la diversité, pour moi, ça a été quelque chose de fantastique, surtout que ça s'est fait comme un couteau dans du beurre. On n'a pas fait de scandale, il n'y a pas eu dans les médias Projet Montréal est devenu woke ou quoi que ce soit. Ça s'est fait de manière tout naturelle par un travail en amont, un travail avec les associations locales, un travail avec le cabinet de Valérie, un travail avec les membres. Et ça s'est fait de manière tout naturelle et d'avoir 6 femmes noires, la première femme mairesse d'un arrondissement, les premières femmes au comité exécutif de plein droit. Donc, tous ces éléments-là, pour moi, c'est une source de grande fierté. La première femme avec un handicap chez Projet Montréal, la première femme franco-arabe, notre première personne
d'ascendance asiatique. Donc, toute cette diversité de talents, de parcours au sein du projet, d'avoir permis à des gens qui étaient conseillères d'arrondissement devenir mairesses, ainsi de suite, d'avoir fait grandir les élus du parti, faire entrer du 109, tout ça dans une cohésion, ça, pour moi, c'est fantastique. Et donc, quand on regarde dans nos candidats, il y a des nouvelles venues, il y a des anciens, mais tout le monde a grandi. Donc ça, pour moi, c'est une très grande fierté. Et ça amène ma façon de planifier. Et c'est souvent en amont. Si des choses ne se font pas en amont, ça nous retombe dessus, puis on doit toujours rétro-pédaler. Il y a des choses importantes à faire, il faut les faire au moment opportun. Vous avez déjà esquissé quelques-unes de vos idées là, pour le prochain mandat. Est-ce que vous en auriez d'autres éléments de cette proposition politique là, qui vous distinguent, là, dont vous voulez nous parler? De par mon parcours un peu plus d'affaires, j'ai eu à travailler comme entrepreneur auprès de la ville. Et la complexité de travailler avec la ville comme fournisseur fait en sorte que plusieurs fournisseurs, plusieurs sous-missionnaires font en sorte que les coûts mis lorsqu'on doit répondre à un projet, il y a un pourcentage beaucoup plus élevé parce qu'on doit travailler avec la ville, avec les difficultés, soit administratives de gestion, et également les délais pour se faire payer. Et des fois, ce qui arrive, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui arrêtent de soumissionner, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de compétitivité. Et lorsqu'il y a moins de compétitivité, ça nous coûte plus cher. Et donc, pour les 10 prochaines années, on est à 25 milliards de budget d'investissement. On cherche de l'argent pour faire plusieurs projets. Où on va trouver l'argent? On va demander à Québec, on va demander au fédéral. Mais comme on le voit, eux, leur budget diminue dans des postes importants. On parle de l'éducation, on parle de la santé. Donc, nous aussi, à la ville, on doit faire notre travail. On doit se regarder et de voir comment on peut diminuer les coûts pour dégager une marge de manœuvre, pour pouvoir investir sur des défis importants et des enjeux importants. Et pour moi, une des façons d'aider la ville à se dégager une marge de manœuvre, c'est d'améliorer tout notre volet de gestion de projets avec nos entrepreneurs, parce que dans ce 25 milliards, 70 %, c'est la réhabilitation des infrastructures existantes. On l'a vu, le Québec a été bâti dans les années 60-70. Tout est à refaire parce qu'il y avait du béton partout. Et autour de Montréal, on a refait Turcot, on a refait Champlain, on refait le tunnel, on va refaire la métropolitaine, on refait le stade, on refait les aqueducs. On doit imperméabiliser plus de 26 stations de métro. Il y a un déficit d'entretien partout et ce déficit-là d'entretien nous rattrape. Et là, avec ce qui arrive avec la guerre des tarifs avec les États-Unis, au niveau de la construction, il va y avoir une négociation avec les travailleurs de la construction qui vont demander une augmentation salariale. Donc, tout cet environnement-là économique va mettre énormément de pression sur les coûts de la ville de Montréal. Et donc, il faut trouver une façon de réduire. Et si on applique les meilleures façons de gérer ça, on peut réduire les coûts d'au moins 10 % et réduire les délais. On parle souvent de congestion à Montréal, mais si on peut réduire les délais de 20 à 40 %, c'est énorme pour Montréal. C'est pas très sexy. Même dans mon équipe, on me dit, Guido, c'est ça ton programme? Mais je dis, il faut parler de l'argent. Il faut trouver comment on va le gérer parce qu'on en demande déjà assez au niveau des taxes municipales. Et donc, oui, il faut trouver d'autres leviers pour générer davantage de revenus pour la ville. Il faut se regarder soi-même et dire comment on peut mieux faire avec le budget existant. On a parlé donc de priorité. Oui. Prenons la question par un autre angle. Qu'est-ce qui n'est pas prioritaire selon vous en ce moment? Qu'est-ce qui n'est pas prioritaire? Ce qui arrive, c'est qu'on ne fait que repousser des éléments qui doivent être faits. Je prends l'exemple. On met énormément d'argent pour refaire le parc Jean-Drapeau. Je pense que ça va coûter 1 milliard. Jusqu'à quel point, il y a un plan directeur avec toutes les priorités qu'on a à faire où le tissu social s'effrite et avec la situation économique qui affecte les gens. Est-ce qu'on ira moins vite dans ce genre de projet-là? Peut-être, mais je ne suis pas en mesure de vous dire réellement
si c'est une avenue. Mais si on me disait quel projet, ben, oui, je suis content de ce qu'on veut faire avec le parc Jean Drapeau et tout ce qui est l'île Sainte-Hélène. Quand je disais que ça a été bâti dans les années 60-70, on a un parfait exemple. Tout doit être réhabilité. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas prioritaires, mais importantes. Il ne faut pas délaisser les choses importantes parce que par la suite, ça nous rattrape. Projetons-nous un petit peu. Oui. Vous êtes élu chef de projet Montréal. Il y a une campagne électorale qui va suivre. Ce serait quoi votre plus grand défi comme chef de projet Montréal dans cette élection-là? Ben, je pense qu'il y a un peu de cynisme qui peut y avoir et effectivement de gagner pour un parti municipal un 3e mandat. Et je crois que pour pouvoir remporter ce 3e mandat, il faut continuer à Projet Montréal de compter sur ces forces vives de nos membres et des gens qui adhèrent à nos valeurs. Et il faudra aller, comme je dis, dans ces autres arrondissements, dans ces autres districts. Parce qu'actuellement, il y a comme une séparation entre les anciennes villes de Montréal et la nouvelle ville, à part Verdun-Lachine qui sont avec projet. Mais Outremont, l'Île-Bizarre, Montréal-Nord, Saint-Léonard, Anjou, Pierrefonds, ce sont des endroits, Saint-Laurent, ce sont des endroits, même si ils ne sont pas projet Montréal, mais où les citoyens adhèrent également à nos valeurs, à qui il faut communiquer et parler le pourquoi de ces changements-là. Mais je crois que Projet Montréal a tout ce qu'il faut pour gagner la prochaine élection. J'ai confiance aux membres de Projet Montréal pour faire le bon choix pour le bon chef. Ils l'ont prouvé en 2016 en élisant Valérie comme chef, contre toute attente. Et j'ai encore confiance aux membres de faire le bon choix pour la meilleure candidature pour le parti et pour la ville. Il me reste une dernière question pour vous. Allez-y. Toute courte. Allez-y. Alors, je vais vous demander de compléter la phrase suivante. Au début de son premier mandat, Valérie Plante projetait d'être la mairesse de la mobilité. Oui. Pour ma part, je serai le maire de... Montréalais et Montréalaises. Kedwick Bernier, merci beaucoup. Merci.